Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 24 février 2022 dans l'actualité ce soir. Les élections présidentielles approchent, le vote aura lieu les 10 et 24 avril prochains. Comment se mobilise la rédaction du Dauphiné libéré dans nos départements? Réponse à suivre dans quelques instants avec le directeur des publications locales, Julien Estrangin. Et puis c'est un métier de plus en plus rare, le taxidermisme rend l'apparence du vivant à la dépouille d'un animal. Emmanuel Jaude a rencontré l'un d'entre eux en Maurienne, visite de son atelier à suivre. Mais avant de développer ces titres, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est très suivi par la communauté ukrainienne dans nos pays de Savoie, évidemment, alors que le président russe a annoncé son intervention militaire ce jeudi matin et que les bombardements se multiplient. Les Ukrainiens de France sont bien sûr très inquiets. Lucas Ruche a rencontré cet après-midi une ressortissante ukrainienne qui habite en Haute-Savoie depuis 2013. Elle se sent particulièrement impuissante pour ses proches restés au pays. Je vous propose de l'écouter. Je sens que je suis impuissante parce que de mon côté, je peux rien faire à part peut-être soutenir financièrement l'armée. Je peux faire venir mes parents, ma famille, mais ils ne veulent pas venir ici parce que la vie est là-bas. Ils travaillent là-bas, ils vivent là-bas en fait. Donc ils n'ont rien à faire ici. Même s'ils sont bienvenus, ils ne veulent pas. Même si je suis loin, je suis partie il y a quelque temps de l'Ukraine, je reste ukrainienne, même je suis aussi française. C'est mon devoir d'aider quelque part parce qu'il y a des gens qui meurent sur le front. Il y a mes amis qui sont morts il y a quelques années sur le front aussi. Ils ont eu 25, 27 ans. Voilà, donc il faut aider quand vous pouvez. Et si je peux faire ça avec plaisir. L'actualité internationale qui va très certainement occuper nos confrères du Dauphiné libéré dans ces prochains jours également. Bonsoir Julien Estrangin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des éditions du Dauphiné libéré en Savoie, Haute-Savoie et dans l'Ain. Est-ce que vous allez être mobilisé aussi pour couvrir ce conflit? Oui, bien sûr, on est mobilisé à la fois au niveau local, comme vous, aller chercher des témoignages d'Ukrainiens ou de Russes d'ailleurs qui habitent dans la région. Et puis on est aussi mobilisé au niveau de nos pages d'actualité nationale et internationale et sur nos sites web. Dès demain, on aura d'ailleurs 4 pages spéciales consacrées à ce conflit. Et toute la journée, on a donné les dernières nouvelles sur nos sites web. Donc évidemment, on est mobilisé sur ce conflit d'importance. Oui, tout à fait. Une autre actualité dont on parle avec vous ce soir, c'est l'élection présidentielle à venir qui sera peut-être là aussi impactée par cette actualité internationale. Mais si on s'intéresse à cette élection, la question justement c'est est-ce que nos lecteurs, nos téléspectateurs s'intéressent à cette échéance électorale ? Comment vous allez, vous, essayer de les intéresser à travers vos pages du Dauphiné, donc dans nos régions ou même au niveau national? Alors d'abord, je pense qu'ils commencent à s'y intéresser. Je pense que c'est un premier point, c'est que les gens commencent à être intéressés par cette élection-là. On le sent d'ailleurs quand on les interroge, quand on les questionne, et c'est ce qu'on fait, puisqu'on a commencé à travailler sur l'élection présidentielle depuis déjà plusieurs semaines. L'idée qu'on a, c'est d'essayer d'ouvrir un certain nombre de débats au fil des semaines. Alors on travaille non seulement au niveau local, non seulement au niveau départemental, non seulement au niveau du Dauphiné libéré, mais même au niveau de notre groupe de presse, puisque vous savez que le Dauphiné appartient à un groupe de presse qui regroupe à peu près l'ensemble des journaux de presse quotidienne régionale depuis l'Alsace jusqu'au Vaucluse, ce qui nous donne une force de frappe intéressante. Donc chaque semaine, on a décidé d'aborder dans nos colonnes une thématique, on en a listé un certain nombre qui sont censés intéresser les gens, et qu'on traite à la fois sous l'angle des candidats, des propositions, des problématiques globales qui sont posées, et puis aussi beaucoup sous l'angle, et c'est ce qu'on traite là dans nos pages départementales, sous l'angle des préoccupations des Savoyards et des Hauts-Savoyards. Donc on est à la recherche en permanence de témoignages sur chacun des thèmes qu'on aborde. La semaine dernière, par exemple, c'était l'enseignement, l'école. On est allé voir des gens. Est-ce que l'école répond aux besoins actuels de la population? On est allé voir des gens qui font l'école à la maison, des gens qui adaptent des modes d'enseignement un peu particuliers. Voilà, on essaye d'être au plus proche possible de nos
nos interlocuteurs et de nos lecteurs pour leur donner une vision la plus proche du terrain possible des grands débats qui vont animer cette présidentielle. Évidemment, la question ukrainienne se posera à un moment, elle va certainement bouleverser un certain nombre de choses, mais c'est en tout cas le parti pris qu'on a pris d'être à la fois très local, d'expliquer beaucoup de choses avec des témoignages et en même temps d'essayer d'ouvrir le débat. Alors on le fait dans le journal, puis on le fait aussi sur nos sites web en proposant à nos lecteurs d'être des grands témoins de l'actualité. Donc on les interroge régulièrement, on leur demande leur avis sur les questions qu'on pose. Et puis en même temps, on a ouvert une sorte d'agora de débat assez qualitatif dans lequel les gens peuvent prendre la parole et s'exprimer les uns envers les autres et avoir une espèce de débat qu'on essaie de modérer au maximum pour qu'il soit le plus qualitatif possible. Comment vous allez couvrir cette élection, cette campagne électorale en dehors de ces thématiques que vous avez évoquées? Alors évidemment, on suivra tous les faits d'actualité qui vont se dérouler, tous les candidats qui viendront dans nos départements, on suivra leur pérégrination, si je puis dire. On a Éric Zemmour, par exemple, qui est normalement annoncé demain en Pays de Savoie, on va dire en Savoie et en Haute-Savoie. Donc évidemment, on suivra ça. Ça, c'est de l'actualité, on va dire chaude, qu'on va suivre au fil des venus des candidats ou des non-venus, parce qu'on pense que tous ne viendront pas. Et puis, on lancera aussi des invitations, en tout cas, elles sont lancées, on a déjà commencé. On recevra tous les candidats dans nos locaux des différents journaux du groupe, soit à Aveyré, notre siège du Dauphiné libéré, soit dans d'autres sites du groupe. Et on aura des débats avec tous ces candidats-là qu'on retranscrira dans nos pages au fil de... Donc on a déjà commencé ça et on devrait normalement avoir tous les candidats dès lors qu'ils se seront déclarés au moins une fois dans nos colonnes avec ce dispositif assez lourd qui sera à la fois dans nos colonnes et aussi retransmis sur nos sites internet pour expliquer du mieux possible et ouvrir du mieux possible le débat. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs particuliers ou des rendez-vous à retrouver particulièrement dans vos pages ou sur vos sites web d'ici là et puis aussi pendant les soirées électorales? Alors pendant les soirées électorales, on sera évidemment présent au moment des deux tours pour donner un maximum de résultats en direct parce qu'on sait aussi que les gens attendent les résultats généraux évidemment, mais ils aiment bien aussi savoir, et c'est notre force de la presse locale que vous connaissez bien, ils aiment aussi bien savoir ce qui se passe dans leur commune, dans leur village. Donc évidemment, on donnera un maximum de résultats au fil des soirées électorales pour que les gens sachent non seulement comment la France a voté, mais aussi pour qu'ils sachent comment leur ville, leur village ou leur quartier a voté. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est tous très attendus et sur lequel on insistera aussi beaucoup pendant les deux soirées électorales. Et puis après, pour les législatives aussi, mais ce sera plus tard. Ça va mobiliser, j'imagine, toutes les rédactions en Savoie, oui, Haute-Savoie. Ça mobilise toujours l'ensemble de la rédaction. Dans notre organisation qui est plutôt géographique, on a tous nos journalistes qui sont évidemment mobilisés pour cette échéance électorale. Vous savez, pour nous, c'est un peu comme le galibier pour les cyclistes. L'élection présidentielle, c'est vraiment un grand moment de presse. Donc évidemment, tous les journalistes, il n'y a pas là à savoir si on est journaliste spécialisé en politique ou pas. Non, tous les journalistes sont mobilisés autour de cette échéance-là parce que évidemment, elle a un impact fort et elle aura un impact fort. Donc on est tous mobilisés. Et d'ailleurs, je vous le disais, tous les sujets qu'on va traiter sont tellement larges, sont tellement vastes et vont aborder tellement de thématiques qu'en réalité, tout le monde, à un moment ou à un autre, va écrire ou travailler sur ces thématiques-là parce qu'elles sont vraiment transversales dans nos rédactions. Les législatives, alors c'est un petit peu plus loin, c'est important aussi au niveau local? Ce sera important aussi au niveau local. Peut-être même encore plus, parce que vous savez que là, les combats locaux sont encore plus marqués au niveau des législatives qu'au niveau des présidentielles, évidemment, puisque ce sont des élections qui sont chacune différentes les unes des autres, avec toutes nos circonscriptions en Savoie et en Haute-Savoie, où il y aura des enjeux locaux particuliers qu'on va aussi essayer de développer et aussi essayer de mettre en lumière, parce qu'il y aura là, pour le coup, des discussions qui seront purement locales et des débats qui seront purement locaux et des enjeux qui seront vraiment liés à chacun des territoires, à chacune des circonscriptions. Donc là aussi, on sera très mobilisés quand le temps sera venu. Eh bien, on suivra tout ça dans vos pages et puis bien sûr sur notre antenne, nous serons également mobilisés pour toutes ces échéances. Merci beaucoup Julien Estrangin d'être venu nous voir et bon courage à vous pour cette période qui s'annonce chargée. Merci et vous aussi, bon courage. À bientôt.
Et nous parlions à l'instant de l'élection présidentielle. Eh bien, sachez que l'inscription sur les listes électorales peut être réalisée en ligne jusqu'au 2 mars et en mairie jusqu'au 4 mars. Pour rappel, dès vos 18 ans, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste électorale de la commune que vous avez indiquée lors de votre recensement citoyen. Cependant, si vous avez déménagé et que vous voulez voter dans votre nouvelle commune, vous devez vous inscrire auprès de votre nouvelle mairie. Dans l'actualité également, Agathe pourrait devenir la nouvelle meilleure amie des Annéciens. Les élus de la ville et de l'agglomération ont présenté ce jeudi après-midi cette toute nouvelle application. Elle doit faciliter le quotidien des habitants. Elle sera disponible à partir du 1er mars prochain et elle proposera plus d'une quinzaine de services, les horaires de train, les films à l'affiche ou encore la disponibilité des parkings en ville. Les communes d'Argonnet, d'Épagny, de Métessy et de Filière en bénéficieront également. Je vous propose d'écouter Aurélien Maudurier, maire adjoint d'Annecy, chargé de la transition numérique, au micro de Sébastien Germain. Aujourd'hui, la majorité des gens utilisent les smartphones pour faire leurs démarches. Et bien aujourd'hui, sur Agathe, on aura accès à plein de démarches pour la ville, pour le Grand Annecy, mais aussi à plein d'informations culturelles sur les loisirs, sur le bassin annécien. Je pense qu'aujourd'hui, ça correspond aux usages, ça correspond aux besoins aussi d'avoir les informations centralisées, parce qu'effectivement, il y a Annecy, il y a le Grand Annecy, il y a d'autres établissements. Là, on retrouve tout au même endroit, finalement, quelle que soit la collectivité compétente. Donc c'est facile, c'est intuitif, ça rend un peu plus lisible peut-être le service public. L'idée, c'est de rendre l'accès plus facile de chez soi, où on veut, donc avec un outil nomade, personnalisé. Voilà. L'idée, c'est quand même de faciliter l'accès à de l'information et en même temps de donner des informations pratiques pour mettre en valeur tout ce qui se passe sur le territoire, voilà, culturellement, savoir aussi en termes de mobilité toutes les façons de se déplacer. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir tout au même endroit et de faciliter finalement l'accès à tout ça. C'est vraiment vivant, hein, le contenu va tout le temps changer. Dès le 1er mars, sur cette application, on pourra faire des itinéraires de mobilité pour savoir comment se rendre à droite ou à gauche dans le bassin annécien, même savoir par exemple les horaires de train en gare d'Annecy. On pourra voir quels sont les films à l'affiche des différents cinémas du bassin annécien. On pourra voir quels sont les concerts prévus au Brise-Glace, à la Turbine, quels sont les événements culturels, les expositions qui sont prévues dans tout le bassin. 10 millions d'euros pour aider l'industrie en Haute-Savoie. C'est la somme débloquée par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider le secteur à se diversifier. Laurent Wauquiez, en visite mercredi dans une entreprise de la vallée de l'Arve, a présenté un plan d'action. L'objectif est d'anticiper les menaces qui pèsent notamment sur la filière du décolletage en particulier, la hausse du coût des matières premières, la mutation du secteur automobile avec la sortie du diesel et bien sûr la crise de l'approvisionnement en énergie qui risque de s'accroître avec les tensions internationales en Ukraine. Loin de cette actualité inquiétante, Tignes est en fête ce soir. La station célèbre le retour de son champion Johan Claret, tout nouveau vice-champion olympique de descente. Il fait une halte de courte durée avant d'enchaîner avec la fin de saison de Coupe du Monde, mais c'est un arrêt essentiel pour l'athlète savoyard, comme il l'a confié à Emmanuel Jaude, qui lui a posé quelques questions à son arrivée dans la station. On l'écoute. Salut tout le monde. Il y a plein de choses qui se sont bousculées en quelques jours. J'ai eu le temps de me poser un petit peu là ces derniers jours. J'ai eu le temps un peu de me reposer parce que j'en avais besoin aussi. J'étais quand même fatigué émotionnellement et puis physiquement. Mais je suis super content de retourner à la maison, revenir dans ma station et revoir un petit peu tout le monde parce que je pense que c'est un petit peu... Il y a un gros morceau de la médaille qui est pour eux aussi, donc ça me fait plaisir de partager ça avec eux. Tous les gens que je croise qui me félicitent un peu partout où je vais, c'est là où je vois que la différence des Jeux Olympiques elle est énorme avec les autres compétitions de l'année et puis même les championnats du monde. J'avais déjà fait le médaille championnat du monde, mais c'est sans commune mesure avec ce que je vis en ce moment, donc ouais, c'est chouette, quoi. J'ai fait un peu de ski, j'ai attaqué l'entraînement physique parce qu'il fallait que je m'y remette vraiment. Physiquement, j'étais pas très bien. On part en Norvège lundi pour finir la saison de Coupe du Monde, donc on a une étape en Norvège, puis la finale en France à Courchevel après. Donc je me remets dedans, j'ai recommencé à skier, il était temps que je me remette dedans parce que sinon l'étape en Norvège va être compliquée. La dernière fois que j'avais mis les skis c'était la descente olympique, donc ça fait un petit peu bizarre de remettre les skis puis de se remettre un petit peu au travail, mais il fallait que je le fasse, donc voilà, je l'ai fait et puis après on va voir comment ça va se passer en Norvège. J'espère que je vais retrouver un semblant de motivation.
Ils ne sont plus que 150 à travers la France, une poignée seulement en Savoie-Mont-Blanc. Les taxidermistes sont sur le point de disparaître, un savoir-faire ancestral qui tombe petit à petit dans l'oubli. Si la mode d'empailler des animaux battait son plein au début du siècle dernier, les trophées de chasse sont aujourd'hui tombés en désuétude. En Tarentaise, à quelques années de la retraite, Bernard Desopis ne se fait plus d'illusions sur l'avenir de son métier. Emmanuel Jaude l'a rencontré. Rentrer dans l'atelier de Bernard, c'est un peu comme rentrer dans un musée miniature. Ici, chamois, cerfs, renards ou mouflons passent sous ses doigts experts avant d'orner murs et cheminées. Un savoir-faire aujourd'hui tombé en désuétude, exercé par une poignée de passionnés à qui l'on confie toujours quelques souvenirs de chasse. Chamois, chevreuil, cerf, puis voilà, ça s'arrête là. Okay. Un ou deux renards, mais c'est... Puis beaucoup des massacres. Les gens récupèrent beaucoup que le massacre. Faut pas rêver, 90%, 95% c'est des chasseurs. Pour la réalisation de ces trophées, plusieurs semaines de labeur sont nécessaires, mêlant rigueur, minutie et une grande connaissance de chaque animal et de son milieu, afin de rendre le résultat aussi réaliste que possible au terme de nombreuses étapes. Il faut la dépouiller, traiter la peau comme ça, il faut la passer dans les bains pour qu'elle évite de pourrir. Après, quand elle a passé une semaine dans les bains, il faut la dégraisser, la nettoyer, et après on procède au montage. Comme ça, recousu derrière. Okay. Et après, il faut lui refaire le nez, refaire les yeux, qui sont des yeux en verre. Voilà. Des billes comme ça. Si le métier survit encore bien dans les autres pays européens, en France, le nombre de taxidermistes ne cesse de chuter depuis plusieurs décennies. Une tendance qui semble aujourd'hui inéluctable. Il y a encore un petit peu de travail, mais très peu. De toute façon, là, en France, je crois qu'on n'est plus que officiellement 150, dont 50 qui en vivent encore vraiment que de la taxidermie. Et on a trop de contraintes au niveau des lois et tout. C'est tout juste y répondre à nos courriels. On a un syndicat qui s'en occupe, tout le monde est dégoûté. Là, je sais pas, dans quelques années, c'est fini. Ça va être la fin. Après 43 ans dans la filière, Bernard attend, comme nombre de ses confrères, de prendre sa retraite, laissant derrière lui un savoir-faire et une collection bien difficiles à transmettre. Loin aussi des tensions internationales, les vacanciers profitent de nos belles montagnes. Nous étions hier dans la petite station des Brasses en Haute-Savoie. Entre Léman et Mont-Blanc, elle jouit d'un panorama exceptionnel, comme nous l'ont confirmé plusieurs familles venues profiter des joies de la glisse. Regardez. C'est une station qui est familiale. Là, on a un bel espace débutant et comme on n'est pas de grands skieurs, on aime bien venir sur cette station. Là, on a un beau soleil. Enfin, là, on est un petit peu caché, mais hier, il y a eu vraiment une superbe journée, donc c'est très agréable. Ça fait du bien. Mes beaux-parents connaissent très bien les Brasses et mon futur mari skie depuis tout petit sur la station. Donc c'était le meilleur moyen pour connaître et faire connaître aux enfants cette station. C'est magnifique, c'est très arboré comparé aux Pyrénées chez nous. C'est très très beau, on peut faire des raquettes, ouais, c'est sympa. On est de Montier-Mornay, c'est une quarantaine de minutes des Brasses. Et bon, on aime bien venir ici parce que c'est de loin la plus sympatoche, familiale, sécure. Et qu'on on peut vraiment tout y faire, quoi. Snow, ski, luge, manger, boire, s'éclater et j'en passe. Et j'ajoute que notre émission Panorama la semaine prochaine sera consacrée à cette station des Brasses où nous rencontrerons différents acteurs de la station. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous retrouvez la météo de Thierry Paul, mais puis l'émission Panorama, justement, présentée par Emmanuel Jaude et consacrée, elle aussi, à la météo. Je vous retrouve demain pour le dernier JT de la semaine. Prenez soin de vous.